Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au musée Guimet à l'occasion de l'exposition 100 trésors d'Asie. Salut Nart. Comment ça va, Nat? Chloé et Guillaume de Muséonautes, qu'est-ce que vous faites là? Bah on s'incruse dans la vidéo Nart. On est super contents d'être là. Vous êtes gentils mais j'ai besoin de personne pour faire une vidéo, alors rentrez chez vous. Alors, et vous pouvez arrêter avec les violons tristes, je m'entends plus penser. J'en étais où moi? Oui, donc, 100 trésors d'Asie. De quoi parle donc cette exposition? Eh bien... Chloé, Guillaume, c'est pas vous qui aviez fait une vidéo sur Bouddha? Oui. Pourquoi parler d'or en Asie? Eh bien peut-être parce que ça a toujours été un grand fantasme d'occidental. Les récits de voyage du 19e siècle racontent comment ils imaginent une terre débordante de richesses et surtout d'or. Or la réalité, c'est toujours un petit peu décevant. S'il y avait bien de l'or en Asie, déjà il n'y en avait pas partout, et ensuite il n'était pas toujours utilisé pour commercer. Ce qui veut dire que les Occidentaux allaient avoir beaucoup de mal à mettre la main dessus. Mais alors, à quoi servait l'or en Asie? Bien sûr, quand on parle d'or, la première chose à laquelle on pense, c'est... C'est bon, t'as fini? Donc oui, or égale thune. Et quand on considère l'aspect monétaire de l'or, il semblerait qu'il existe en fait deux Asies. La première, c'est l'Asie orientale, le monde bouddhiste, composé majoritairement de pays dits sinisés, c'est-à-dire sous l'influence de la culture chinoise. Comme la Chine a toujours été relativement pauvre en or, à part dans ses régions périphériques, elle a vite recours à une monnaie, la sapèque. Mais si vous savez, ces pièces avec un trou carré au milieu qu'on voit dans pratiquement tous les mangas, eh bien, elle date de l'unificateur de la Chine, Qin Shi Huangdi, c'est-à-dire 2e siècle avant Jean-Christophe, et survivra jusqu'en 1837. Belle longévité pour une monnaie. À titre de comparaison, le franc français n'a tenu qu'entre 1795 et 1998. Petit joueur. Malgré l'existence de la sapèque, l'or reste ce qui régit les échanges entre les pays. Au 7e siècle, la Corée en dispense en échange de tribus, comme par exemple avec le Japon. Mais quand l'archipel découvre les mines de Tohoku, ça change la donne. Le pays se retrouve libéré de toute dépendance vis-à-vis de la Corée parce que maintenant, il a de l'or. Grâce à cet or, le Japon peut en retour acheter des ligatures de sapèque, ce qui lui permet de commercer avec cette économie monde qu'est la Chine. L'or est donc au cœur de tout plein d'enjeux géopolitiques complexes, mais il est aussi un objet culturel qui symbolise la richesse et la prospérité. Et puis il y a l'autre Asie, l'Asie occidentale, qui a un système plus similaire au nôtre, qui s'inscrit dans la tradition grecque et romaine. En Inde, par exemple, on frappe même des pièces d'or qui ont le même poids que l'auréus romain. La base des échanges, ce sont donc des métaux précieux, or et argent, qui ne sont pas assez abondants en Asie orientale pour que son économie fonctionne ainsi. L'image de l'abondance dans le monde sinisé est d'ailleurs Bouddhaï et ses sacs de sapèque. Regardez-moi ce petit air de Varys bienheureux. Du coup, il semblerait que dans le monde bouddhique, l'or soit moins un objet qui serve aux échanges commerciaux qu'à la réalisation d'œuvres d'art, comme par exemple de sculptures. N'est-ce pas, Guillaume? Et oui, car en Asie, l'or est le matériau principal dans la sculpture religieuse et notamment bouddhiste. Le bouddhisme trouve son origine en Inde et sera très largement diffusé grâce au commerce. On trouve en effet des représentations bouddhistes de l'Afghanistan au Japon et de la Mongolie à l'Indonésie. Les sculpteurs et les peintres bouddhistes utilisent très largement l'or car Bouddha, la figure principale du bouddhisme, est censé avoir une peau rayonnante, voire carrément dorée, littéralement dorée, c'est-à-dire que sa peau est d'or. D'autant plus que l'or, c'est un matériau inaltérable, donc c'est bien pratique pour montrer la pureté de Bouddha. Il est très pur. Mais les autres figures du bouddhisme ne sont pas en reste, comme avec les Bouddhas transcendantaux comme Amitabha, qui symbolisent littéralement la lumière infinie, ou encore les Bodhisattvas comme Avalokiteshvara. L'or est donc utilisé dans le bouddhisme pour symboliser la lumière et la pureté. C'est au Népal qu'on va trouver la plus grosse utilisation de l'or en art, tout simplement parce que la région dispose de beaucoup de gisements du précieux métal. Mais l'or est également très utilisé au Japon, et le point commun entre ces deux régions, c'est que s'y développe une forme de bouddhisme dit ésotérique, avec un accent encore plus poussé sur l'utilisation de l'or, autant dans l'iconographie que dans la technique. L'or, c'est donc une constante de l'art bouddhique, comme au Vietnam avec cette magnifique sculpture d'Avalokiteshvara à 1000 bras. Bon, je vous avoue que le Vietnam, c'est pas trop mon fort, du coup on va plutôt demander à un spécialiste de nous éclairer sur cette pièce maîtresse de l'exposition. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que cette œuvre évoque pour vous personnellement? Donc je suis Pierre Baptiste, je suis conservateur au musée Guimet depuis 1996. Je m'occupe des arts de l'Asie du Sud-Est et donc le Vietnam fait partie de mes attributions. Cette œuvre incarne la vertu bouddhique de compassion. La compassion qui est un élément très important, le fait de se soucier des autres, de se tourner vers les autres, de les aider, d'être solidaire, etc. C'est une vertu qui nous semble moderne aujourd'hui et en fait non, on la trouve très explicitement mentionnée dans le bouddhisme, à tel point que cette vertu, un peu à la fois, est devenue une véritable divinité.
cette vertu de compassion. Elle est devenue un bodhisattva qu'on appelle Lokeshvara, le seigneur des mondes, ou Avalokiteshvara, celui qui se tourne vers les autres d'une certaine manière, et que l'on reconnaît en fait à plusieurs signes, notamment la présence d'un petit Bouddha dans la coiffure que l'on voit ici sur le sommet du crâne de ce bodhisattva. Et ici, c'est encore plus spectaculaire puisque cette compassion, comme elle est tournée vers tous les êtres de l'humanité, elle s'incarne par le fait que ce personnage soit doté de 1000 mains tendues vers les fidèles d'une certaine manière. Est-ce que cette œuvre est unique en son genre? Cette œuvre est assez unique en son genre, en Europe en tout cas. On connaît relativement peu d'exemples qui soient sortis d'Asie, qui représentent cette iconographie très particulière de cette taille. Elle n'est pas unique au monde parce qu'en Asie même, on trouve ce bodhisattva, ce saint personnage du bouddhisme, représenté sous cette forme extraordinaire avec ses 1000 bras. Normalement, elle est aussi censée avoir 1000 yeux, mais ça, en général, on ne le représente pas. Peut-on dire que cette sculpture est un chef-d'œuvre du bouddhisme en général, voire de l'art asiatique? Oui, on peut dire que c'est un chef-d'œuvre du bouddhisme en général parce que c'est une iconographie qui est quand même assez exceptionnelle, même si on en rencontre en Asie. Au Vietnam, il n'y a que 4 ou 5 sculptures qui se soient conservées jusqu'à nos jours de cette taille et de cette qualité. C'est une œuvre en bois laqué et doré et effectivement, c'est dans le fond relativement rare. Ça n'est pas non plus complètement unique parce que c'est une image qui s'est développée depuis des siècles maintenant, depuis les environs du 9e, 10e siècle de notre ère, qui représente ce saint personnage du bouddhisme. Comment cette œuvre est-elle arrivée en Europe? Alors l'histoire de cette œuvre est assez intéressante parce que elle est arrivée en France en 1889. 1889 à Paris, c'est le moment de l'exposition universelle, la création de la Tour Eiffel. Et sur l'esplanade des Invalides, devant le palais des Invalides, on organise une section consacrée aux colonies. Ces pays que l'on commence à dominer et parmi lesquels se trouvent les pays de l'Indochine française et notamment le Vietnam. Et un Français va organiser un pavillon qu'on va appeler une pagode tonkinoise dans laquelle il va essayer de reconstituer un temple bouddhique du nord du Vietnam, ce qu'on appelait le Tonkin à l'époque. Ce sont des sculptures en fait qu'il a sauvées à Hanoï au moment où la capitale de ce qui devient à l'époque l'Indochine française connaît des embellissements, la création d'avenues, etc. mais en même temps du coup des destructions et parmi ces destructions il y a eu un grand temple bouddhique qui a dû être rasé. Cet homme, qui s'appelait Gustave Dumoutier, s'était ému de cette destruction. Il a essayé de lutter en disant « mais non, on ne peut pas détruire un monument aussi intéressant » en vain. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on construit à Paris l'avenue de l'Opéra et qu'on va détruire des hôtels particuliers du XVIIIe siècle pour la même raison liée à l'urbanisme, etc. En tout cas, cet homme parvient au moins à sauver à Hanoï les sculptures. Il les envoie à Paris en 1889 dans cette pagode qui va avoir un certain succès parce qu'il y a des cérémonies bouddhiques qui sont organisées. Des moines sont venus du Vietnam à l'époque pour exercer leur culte. Ça va susciter un certain engouement dans la presse. Et puis à la fin, à la fermeture de l'exposition universelle, Gustave Dumoutier va proposer à Émile Guimet, qui dirige à l'époque le musée des religions dans lequel nous nous trouvons ici, de recevoir l'ensemble de la collection. Et c'est comme ça que toutes ces œuvres sont entrées au musée Guimet dès l'ouverture en fait en 1889. Vous avez fini avec le bouddhisme? Parce que l'hindouisme, c'est quand même vachement plus badass. Tout comme le bouddhisme, l'hindouisme est une des religions principales en Asie. Elle est centrée autour de 3 dieux principaux, Brahma, le dieu créateur, Vishnu, le dieu salvateur, et Shiva, le dieu destructeur. Bon, je ne vais pas vous expliquer la religion hindouiste, parce que sinon cette vidéo va durer approximativement 10 jours, mais en gros, elle est fondée sur une conception cyclique du temps. Les ères cosmiques se succèdent avec entre elles des périodes de rien, où les eaux primordiales recouvrent l'univers. De ces eaux émerge un œuf d'or, appelé œuf de Brahma, qui est la matrice du monde nouveau. Les 2 moitiés brisées de l'œuf deviennent ensuite le ciel et la terre. Autant vous dire que l'or a une importance capitale dans la religion hindoue, puisque c'est littéralement d'un œuf d'or que naît le monde. Mais les métaphores liées à l'or ne s'arrêtent pas là. Par sa couleur et son éclat, l'or est naturellement associé au soleil, et par son inaltérabilité, il est également un symbole d'immortalité.
Le mont Meru, une montagne cosmique qui est à la fois l'axe du monde et la demeure des dieux, est entièrement fait en or et en pierres précieuses, tout comme les palais des divinités qui y habitent. Ainsi, la montagne rayonne sur la Terre, tel le soleil. L'or est également associé au souffle vital, et c'est la raison pour laquelle il est présent dans de nombreux rites qui marquent la vie d'un individu. La tradition hindoue veut que l'on mette un petit peu de poudre d'or dans la bouche des défunts afin de servir d'offrande à Yama, le dieu des morts. Mais l'or ne sert pas seulement aux morts, il a également des vertus prophylactiques. Oui, je vous balance des mots comme ça. Prophylactique, ça veut dire qu'il repousse les mauvais esprits et les maladies. C'est la raison pour laquelle l'or est souvent présent sur les amulettes qui ont pour but de guérir. Et on lui prête également des vertus aphrodisiaques. Si vous ajoutez à tout ça que les hindous pensent que seule une offrande en or leur garantira prospérité et longue vie, vous comprenez mieux pourquoi l'or est omniprésent sur les objets hindous. Et voilà qui fait le tour de la question de l'or en Asie. Ou pas, vu qu'on a fait qu'effleurer le sujet. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir donc l'exposition 100 trésors au musée Guimet, qu'on remercie chaleureusement de nous avoir ouvert ses portes. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne Muséonautes, une chaîne avec des gens très cool qui ont plein de choses palpitantes à vous apprendre. Et puis si la vidéo vous a plu, vous connaissez le topo, le like, le partage, le commentaire soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne qui a toujours sa page Tipeee pour encore plus de YouTube monnaie. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.